Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traité rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. La maladie hémorroïdaire est un gonflement et une inflammation des veines du rectum et de l'anus qui provoque des prolapsus. C'est une extériorisation hors du canal anal des paquets hémorroïdaires, de thromboses qui constituent une obstruction vasculaire et des saignements. Elle correspond à une dilatation veineuse progressive dans la région du canal anal. La maladie hémorroïdaire est très fréquente et présente une cause fréquente de consultation en médecine générale et en gastro-entérologie, puisqu'elle touche près de 50% de la population de plus de 50 ans. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, Santé Mag se penche aujourd'hui sur la question de la maladie hémorroïdaire. Et pour en savoir davantage, je reçois pour vous professeur émérite Benoît Mathieu Camara, hépato-gastro-entérologue, ancien chef de service d'hépato-gastro-entérologie du CHU de Cocody en Côte d'Ivoire. Professeur Jean-Rosaire Ibarra, hépato-gastro-entérologue, chef de service hépato-entérologie du CHU de Brazzaville. Également sur ce plateau, professeur Alassane Kwame Mahassadi, maître de conférence agrégé en hépato-gastro-entérologie et proctologue au CHU de Yopougon en Côte d'Ivoire. Et puis, professeur Alain Bougma, chef de service d'endoscopie diagnostique et interventionnelle du CHU Algado Ouedraogo. Professeur Bougma est aussi le président de la Société burkinabé d'hépato-gastro-entérologie et d'endoscopie digestive. Bonsoir, monsieur, et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous suivre. Vos questions sont les bienvenues au 25 40 79 03. Professeur Mahassadi, décrivez-nous d'abord la région de anal et son importance. Merci madame, merci aux téléspectateurs, merci également à la direction de la RTBF pour nous avoir invités à débattre d'un sujet très très important, à savoir la maladie hémorroïdaire. Alors, c'est quoi la région où se situe la maladie hémorroïdaire? La maladie hémorroïdaire se situe au niveau de l'anus. L'anus, c'est un tube de 3 cm contre la paroi duquel donc sont fixés en fait les hémorroïdes qui sont en fait des coussins qui permettent de bien fermer l'anus et qui quand ces coussins sont malades effectivement donnent des signes et donnent donc la maladie hémorroïdaire. Mais il faut savoir que tout le monde a des hémorroïdes. Ce sont des organes qui sont à l'intérieur de l'anus. Lorsque ces hémorroïdes sont malades, on parle de maladie hémorroïdaire. Professeur Camara, quelle est la prévalence de la maladie hémorroïdaire en Côte d'Ivoire? Comme l'a dit le professeur Massadi, c'est une maladie fréquente, quelle que soit la région, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. C'est une maladie qui est très importante
très fréquente dans la mesure où elle touche, surtout à partir de la cinquantaine, où elle touche un sujet sur 2. Donc c'est pour vous dire sa fréquence, c'est pour vous dire qu'un jour ou l'autre, tout le monde peut être sujet à la maladie hémorroïdaire quand les circonstances favorisantes se présenteront. Professeur Ibarra, au Congo, quelle est la place de la maladie hémorroïdaire dans les consultations en hépatogastro-entérologie? Merci madame. C'est une pathologie fréquente, comme dit le professeur Camara. Une pathologie pour laquelle le malade qui vient vous voir amène déjà son diagnostic. Le malade vient dire « j'ai des hémorroïdes ». En réalité, comme on dit, ce sont des structures normales chez tout un chacun. Mais à un moment donné, pour une raison X, ça provoque maintenant la maladie parce qu'il y a des signes. On peut dire qu'en consultation d'hépatogastro-entérologie, à Brazzaville, elle occupe, je dirais, le tiers même des consultations, dans les motifs de consultation, puisque après coup, c'est le malade qui vient avec son diagnostic et le médecin redresse après un certain nombre à l'interrogatoire et un certain nombre d'explorations, si besoin il y en a. Mais le diagnostic même de la maladie, nous reviendrons certainement, il est clinique d'abord. On fait des explorations pour éliminer ce qui paraît être plus grave, parce que c'est un diagnostic d'élimination. Nous reviendrons là-dessus. Professeur Bouma, au Burkina, quel est l'état des lieux de la maladie hémorroïdaire? L'état des lieux, c'est le même état des lieux partout ailleurs en Afrique et dans le monde. Mais particulièrement en Afrique et particulièrement chez nous également, c'est une fréquence qui est sous-estimée. Sous-estimée parce que la plupart du temps, ces patients ne viennent pas nous voir, commencent par le tradipraticien, commencent par prendre des médicaments avec les voisins. Et c'est quand la douleur devient très vive ou que le saignement devient très important qu'on le retrouve. Et les études que nous avons ici sont des études plutôt hospitalières. Et cette fréquence hospitalière, la plupart des patients sont vus en périphérie d'abord. C'est quand ça se complique que nous voyons les patients. Et sinon, comme l'ont dit mes prédécesseurs, notamment le professeur Camara, après 50 ans, la moitié des patients ont tous parfois des maladies hémorroïdaires. Mais il y a une gêne à parler de cette région. Parler de son anus paraît un peu incongru pour beaucoup de gens et tout ce qui est anal pour eux, c'est hémorroïdaire, ce qui n'est pas vrai. Quelles sont les croyances et perceptions sociales de la maladie hémorroïdaire? Vous venez de dire tout de suite que c'est difficile, les gens en parlent très peu. Professeur Mahasadi. Alors, les croyances et les perceptions, alors, ça fera l'objet d'une conférence demain. C'est qu'il faut retenir, surtout en Afrique, il y a ce qu'on appelle le mythe de l'anus. L'anus est un exutoire, mais également c'est une voie thérapeutique par excellence. Vous savez, toutes nos thérapeutiques traditionnelles, avec des purges qu'on utilise, par exemple, par voie anale, etc. Alors, il y a beaucoup de croyances. Croyances au niveau de la fertilité, croyances au niveau de la libido, croyances au niveau même de la gêne que cela peut entraîner au plan de la performance sexuelle, entre guillemets. Il y a beaucoup de croyances. Alors, il y a même des interdits alimentaires qui ont été annoncés par donc, les patients. Mais il faut savoir également que tout ceci est dû à la méconnaissance de la maladie. Et je crois que là, il faut le souligner. Il y a une grosse méconnaissance de la maladie et je crois que le congrès pour lequel nous sommes là aujourd'hui est la plateforme idéale pour mettre à plat toutes ces croyances-là et dire aux malades, effectivement, c'est une maladie comme toutes les autres maladies et qu'il faut venir à l'hôpital. Il faut venir à l'hôpital parce qu'en fait, le gros danger, comme l'a dit le professeur Bougouma, c'est de croire que c'est une maladie hémorroïdaire et qu'il ne faut pas se faire traiter à l'hôpital alors qu'il y a quelque chose de plus grave qui est en dessous. Tout à fait. Professeur Bouma, c'est vrai que la société savante des hépatogastro-entérologues se réunit du 18 au 19 à Ouagadougou pour faire l'état des lieux de la maladie. Est-ce que les croyances sociales sont les mêmes partout en Afrique ou alors il y a des différences?
c'est pratiquement, à mon avis, c'est pratiquement les mêmes croyances, hein. Sauf qu'il y a des variantes selon les régions, selon les habitudes et selon les aspects socio-culturels de la place. Mais c'est pratiquement comme l'a dit le professeur Mahassadi, hein. On pense que quand on a une maladie hémorroïdaire, on devient moins fertile, on devient impuissant, et parfois c'est un drame social pour beaucoup de gens qui se disent que c'est parti, je ne pourrai plus avoir d'enfants, je ne pourrai plus avoir des rapports sexuels avec l'épouse. Et ça, c'est ça qui les marque le plus. Et comme on ne peut pas en parler, ils n'osent pas en parler parce que ils vont se constater stigmatisés, et tournent avec jusqu'à ce que ça se complique davantage. Et quels sont les facteurs favorisants de la maladie hémorroïdaire? Les facteurs favorisants sont assez nombreux. Il y a la position assise prolongée, la position debout prolongée, les sports équestres, les sports la moto, l'alternance diarrhée-constipation, la constipation, la diarrhée, les périodes de cycle menstruel peuvent être des facteurs de la grossesse, des facteurs également qui favorisent l'abus d'épices, l'abus d'excitants peut entraîner également une poussée hémorroïdaire, une maladie hémorroïdaire. Professeur Ibarra, quels sont les symptômes de la maladie? Merci madame. Disons que tout ce qui peut solliciter la région anale entraîne deux principaux signes. Il y en a trois, mais on va s'attarder sur les deux. Il y a les saignements qui ont la caractéristique d'être du sang rouge pur, parfois en s'essuyant ou qui tombent goutte à goutte dans la cuvette de WC. Et il y a la thrombose, c'est-à-dire, vous l'avez défini au début, de présence de caillots qui obstruent le vaisseau, la veine hémorroïdaire. En dehors de la thrombose se situe surtout pour les hémorroïdes externes en dessous de la ligne pectinée. Et ça, c'est des diagnostics faciles. Vous allez leur donner fort de poussée. Vous sentez tout de suite la douleur et une boule qui se développe. Vous touchez, vous percevez. Il y a aussi la thrombose interne et les graves SEDA parce que le diagnostic difficile elle est à l'intérieur. Les saignements souvent s'accompagnent d'un prolapsus, donc une descente de la région là parce qu'il y a des ligaments, des éléments de fixation qui relâchent et l'anus s'extériorise. On dit que ça descend. Alors, la descente est stadifiée juste au bout, quand vous pouvez réduire avec vos doigts, et etc., jusqu'à 2, 3, 4 stades. Voilà. Donc, en gros, ce sont ces signes-là. À côté, il y a des petits signes, le prurit anal, souvent, parce que la région est humide. Quand il y a l'anus qui descend, ça peut tacher la culotte et ou démanger un peu. En gros, c'est ces principaux signes. Et quelles peuvent être les complications de la maladie hémorroïdaire, professeur Mahassadi? Alors, les complications existent effectivement. Alors, vous imaginez, comme l'a dit le professeur Ibarra, vous avez vos hémorroïdes qui sortent et brusquement, ces hémorroïdes n'arrivent plus à regagner leur place. Donc, vous imaginez ce que ça peut faire. Vous avez donc ces hémorroïdes-là qui sont bloqués à l'extérieur, le sang ne circule plus et ça entraîne ce qu'on appelle la thrombose. Et encore plus grave, vous avez ce qu'on appelle un étranglement hémorroïdaire. C'est à la fois les hémorroïdes externes et internes mis ensemble vont donc se thromboser, ne peuvent plus donc regagner leur place et le malade souffre, le martyr, il ne peut pas s'asseoir, ça lui fait terriblement mal, donc c'est une complication. L'autre complication qu'on voit également, c'est que vous avez des patients qui peuvent saigner énormément et parfois perdre beaucoup de sang et qui peuvent même conduire le patient même à l'hôpital pour une transfusion sanguine. C'est une complication de la maladie hémorroïdaire. Ensuite, il y a d'autres complications qui peuvent survenir. Par exemple, si vous ne venez pas à l'hôpital, vous avez vos hémorroïdes qui sont en permanence dehors, ça sointe, ça vous gêne.
ça attache le slip et ça vous gâche la vie. Donc, c'est également une des raisons pour lesquelles les patients donc, consultent le médecin proctologue. Professeur Camara, c'est vrai que quand on parle d'hémorroïdes, on parle de thrombose, de prolapsus hémorroïdaire. Dites-nous comment tous ces phénomènes se manifestent. Alors, comme l'ont dit mes prédécesseurs, l'anus, c'est une région dont on n'aime pas beaucoup parler. Tout à fait. Et de ce fait, la maladie hémorroïdaire ou toute maladie qui touche cette région devient une maladie honteuse. C'est vraiment quand ça ne va plus qu'on décide de s'adresser aux médecins, aux spécialistes de la maladie. Alors, cette maladie, comme on l'a dit, deux principales manifestations, la thrombose. La thrombose, la formation du caillot, dont la principale manifestation est la douleur. Alors, vraiment une douleur très importante. Et puis, le saignement, parce que les hémorroïdes, on l'a dit, ce sont des structures anatomiques normales. Ça existe chez tout le monde. C'est quand ça se dilate et que ça devient, ça saigne ou que ça s'extériorise qu'on parle en ce moment de maladie hémorroïdaire. Et parmi les facteurs qu'on a évoqués, il faut dire aussi qu'il y a un facteur héréditaire. Il y a des causes favorisantes, constipation, diarrhée, mais il y a également des facteurs héréditaires dans la maladie hémorroïdaire. Alors, et un autre élément, quand on parle d'hémorroïdes internes et d'hémorroïdes externes, ça n'a pas la même signification pour le profane que pour le médecin. Parce que hémorroïde interne, c'est toujours à l'intérieur de l'anus. Hémorroïde externe, c'est toujours à l'intérieur de l'anus. Il y a un repère interne à l'intérieur de l'anus. Quand les hémorroïdes se situent au-dessus de ce repère, on parle d'hémorroïdes internes. Quand c'est au-dessous, sans pour autant être extériorisé, on parle d'hémorroïdes externes. Alors que quand ça sort, on parle de prolapsus hémorroïdaire. Quels sont les facteurs aggravants de la maladie, professeur Mahastadi? Alors, les facteurs aggravants de la maladie hémorroïdaire, première des choses, c'est la constipation. Vous imaginez une selle qui est dure, qui sort comme un obus. Vous avez une maladie hémorroïdaire qui est sainte, qui n'est pas symptomatique. Vous avez une sorte d'obus qui sort de l'anus et qui font extérioriser vos hémorroïdes et qui les traumatisent en tant que tels. Et c'est facteur de douleur, de saignement, et de gêne en tant que tel. Alors, l'une des choses également qu'il faut souligner, alors, c'est, vous savez, chez nous, il y a la pharmacopée traditionnelle. Vous imaginez vos hémorroïdes qui sont à l'extérieur, avec tout ce traitement que vous mettez sur les hémorroïdes, c'est source d'infection. Et très souvent, on voit nos malades qui viennent avec donc, des décoctions sur les paquets qui sont extériorisés et ça entraîne des infections. Et parfois, c'est très gênant pour le malade. Quelles sont les différentes formes cliniques de la maladie hémorroïdaire, professeur Ibarra? Merci, madame. Alors, les formes cliniques, après la disposition anatomique, comme on l'a signalé, il y a la douleur elle-même qui vient du fait qu'il y a un caillot, par exemple, qui obstrue. Une forme douloureuse, douleur qui a ses caractéristiques avec ses facteurs favorisants aussi, dont on a parlé. Et puis, il y a des formes hémorragiques. Puis surtout, ce qui fait la gravité, c'est les formes de prolapsus thrombosé, qui est une forme extrêmement grave. Parce que si c'est extériorisé, que ça ne peut plus réintégrer manuellement, c'est source de chirurgie en urgence, hein, si on peut dire ainsi, parce que la réintroduction manuelle ne se fait plus. Le prolapsus est thrombosé. Ça, c'est aussi une forme grave. Il y a des prolapsus simples qui réintègrent facilement, des prolapsus qui ne réintègrent pas
se réintègre pas manuellement qui constitue une forme excessivement grave. Il y a des saignements qui ont plusieurs degrés de saignement et qui a la particularité de s'arrêter spontanément, normalement. Mais il y a des saignements qui perdurent, qui deviennent très abondants, qui entraînent des signes cliniques d'anémie. À ce moment-là, pourquoi on parle de venir quand même consulter, qu'on pose bien le diagnostic, qu'on se rassure qu'il ne s'agit que des hémorroïdes qui saignent, qu'il n'y a pas autre chose à ce moment-là. Donc les différentes formes cliniques sont celles-là. Au service d'hépatogastro-entérologie du CHU Yalgado-Ouédraogo, il est enregistré une trentaine de cas de maladies hémorroïdaires par mois. Des chiffres qui sont loin de refléter la réalité. La maladie hémorroïdaire étant considérée comme honteuse, certains patients préfèrent les tradipraticiens aux agents de santé. À quel stade de la maladie les patients arrivent en consultation? Quelles sont les difficultés de prise en charge? Le reportage de Nongba Kouda et Lazare Pouya. Souvent appelée coco en langue locale, la maladie hémorroïdaire est très fréquente dans notre société. Elle n'est découverte que lors d'une consultation ou d'un examen médical. La maladie hémorroïdaire, vous l'avez compris, correspond à une dilatation progressive de la veine située dans la région du canal anal. Elle est fréquente au Burkina et fait l'objet de consultations. Dans le mois, on peut avoir environ une trentaine de patients qui viennent pour une pathologie hémorroïdaire, aussi bien en consultation qu'au niveau des examens, parce que nous avons deux services où on fait des examens qu'on appelle anorectoscopie. Justement, c'est l'examen même par excellence pour détecter les hémorroïdes. Donc, quand on fait le point des patients qu'on reçoit à ce niveau et puis également au niveau des consultations, on peut à peu près donner une trentaine de malades. La présence d'un saignement à l'occasion d'une défécation, par exemple, est un véritable signe d'alarme nécessitant une consultation pour une exploration adéquate. Malheureusement, certains patients souffrant de maladies hémorroïdaires arrivent au service d'hépatogastro-entérologie du professeur Daniel Ilboudou à des stades avancés. Les patients arrivent à tous les stades parce que c'est surtout des patients qui viennent pour soit pour des douleurs anales, soit pour des rectorragies. Rectorragie, c'est des émissions de sang rouge à la défécation, soit pour un prolapsus anal. Voilà, prolapsus là, c'est une sensation de gonflement au niveau de l'anus. Donc ils viennent surtout pour ces signes-là. Les causes de la maladie hémorroïdaire sont entre autres la diarrhée, la constipation et la consommation de certains aliments épicés. Lorsque la maladie hémorroïdaire évolue depuis plusieurs années, les douleurs peuvent être quotidiennes et les saignements sont parfois abondants et responsables d'une anémie. Normalement, dans la prise en charge de la maladie hémorroïdaire, le traitement médical, instrumental, doit pouvoir prendre en charge 90% des patients qui présentent des hémorroïdes. Oui, la chirurgie doit être réservée aux 10% restants. Donc, s'il n'y a pas de traitement instrumental, ça nous pose un problème. Donc, ça, c'est la première difficulté. La seconde difficulté, c'est que les malades vont souvent aussi chez les tradithérapeutes. Oui, un peu. Et ça peut souvent poser des problèmes. Ça veut dire que quand ils viennent, ça peut les amener à venir un peu tard. On a reçu des malades en hospitalisation qui ont présenté une anémie chronique. Ça veut dire qu'ils ont saigné. Parce que le saignement des hémorroïdes, en réalité, ce n'est pas un saignement qui peut du coup alité un malade. Mais quand c'est répété, ça peut entraîner à la longue un manque de sang qui va nécessiter une hospitalisation. Donc c'est souvent ces difficultés-là qu'on rencontre, parce que les malades peuvent souvent traîner ailleurs avant de venir et présenter ainsi des tableaux d'anémie. Au regard de ce qui précède, Dr Aboubakar Koulibaly insiste beaucoup sur la prévention. Il faut, selon lui, éviter d'être constipé, éviter les aliments très épicés qui peuvent provoquer la diarrhée et surtout ne pas trop durer dans les toilettes à faire pousser pour faire sortir les selles.
Même si au départ, certains patients de la maladie hémorroïdaire sont réticents à aller vers les structures de santé, ceux qui franchissent le cap voient leur état de santé amélioré. Donc Bakouda et Lazare Pouya ont recueilli des témoignages de malades qui se disent satisfaits au regard de l'évolution de leur état de santé. Suivez plutôt. Ça a commencé d'abord par une sensation, je sentais une boule au niveau de mon derrière là. Et de temps en temps, quelques gouttes de sang au niveau du lavabo. Quand je partais aussi à la selle, c'était vraiment un calvaire parce que là, il fallait, j'étais dans, je sais pas, tu as envie de pousser, mais tu sens comme s'il y a quelque chose qui te gêne et ça fait tellement mal. C'est comme si tu recevais des coups de poignard au niveau de l'anus. C'était vraiment très très terrible. Donc vraiment, et quand vous avez des choses pareilles, vous êtes déjà mal à l'aise dans votre peau, vous essayez d'en parler. Bon, vous savez, tout ce qui concerne l'anus, la partie génitale, ce n'est pas toujours facile d'en parler. Donc quand vous trouvez le courage d'en parler à quelques gens autour de vous, parfois on vous dit beaucoup de choses que peut-être qu'il faut juste prendre un bâton, renvoyer. Oui, c'est vrai que quand même, certains dans mon entourage m'ont aussi dit d'éviter justement des trucs durs, parce que si mes selles ne sont pas très dures, ça va. Bref, j'essayais. J'ai été tenté de mettre le bâton, mais bon, vraiment, quand j'ai pensé à comment c'était dur là, moi je me suis retenu d'abord. Et donc finalement, je me suis orienté vers un médecin et qui m'a donc, on m'a examiné. J'ai commencé avec les produits des praticiens, mais bon, à la longue maintenant je vois que ça faisait trop mal puisque c'est sorti beaucoup. Maintenant, on dirait que ça voulait mettre l'eau, même ça faisait mal. Donc, je suis venue à l'hôpital ici, on m'a prescrit des ordonnances, je suis allée payer avec des trucs suppositoires. Quand j'ai mis maintenant, en tout cas, ça va. Donc, je suis allée encore prendre un produit ajouté. Donc, maintenant, ça va. Ça faisait mal en tout cas. Je ne pouvais même pas m'asseoir ni dormir la nuit comme ça. Si je dormais là, en tout cas, j'avais tout un problème. J'ai passé plus d'une semaine sans dormir. Bon, ça a commencé depuis 2009. Lors de mon accouchement de mon petit. Donc, depuis, ça faisait mal. Mais ça ne me faisait pas trop mal. Bon, mais c'est ce mois-ci là seulement que ça a commencé à faire mal. Puisque je bouge trop dans ces 2 temps-là, donc ça fait que ça faisait mal. Mais avec les produits que j'ai pris là, ça va. Ça va maintenant. C'est rentré, même si c'était sorti, maintenant c'est rentré. Sinon, si je voulais faire le sel même là, c'est le sang même qui sortait. Maintenant, ça va. Quel est l'impact de cette maladie-là sur votre vie? Bon, vous êtes mal à l'aise. Parfois, vous ne pouvez pas. Il y a des jours où vous pouvez ne pas aller au boulot parce que ça fait mal. Il y a des moments où, si c'est vraiment gros là, si c'est sorti, parce que parfois ça sort, parfois ça reste à l'intérieur. Si c'est vraiment sorti, ça vous empêche parfois de vous asseoir sur vos 2 fesses. Vous êtes obligé de vous mettre sur un bord de la chaise. Vous êtes obligé parfois même. Moi, je me suis même fabriqué une sorte de coussin avec, qui n'a pas quelque chose au milieu là, pour que quand je suis chez moi, au moins que je sois à l'aise au début. Voilà, donc, mais quand vous êtes ailleurs, vous êtes parfois obligé de refuser de vous asseoir. Moi, je ne dirais pas que ça m'a rendu impuissant, non. Mais c'était surtout que pendant ces moments-là, pendant ces temps où ça ne va pas là, on n'a vraiment pas envie de faire des rapports sexuels. Moi, je faisais les rapports avec mon mari sans problème. Je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de problème dans ça. C'est le contraire pour moi. Le jour que je suis venue même pour faire la consultation, j'étais en règle. Donc, je ne voulais pas venir. Mais comme mon rendez-vous, c'était le jour, je suis venue, j'ai fait la consultation, j'ai pris l'ordonnance, ça va. On dit que peut-être c'est problème de la nourriture, la viande, quoi. Alors que pour moi aussi, c'est le contraire. Je n'aime pas la viande. Mais c'est pas si je m'assois trop là. Puisque moi, ici, dans un domaine que on s'assoit beaucoup. À chaque fois, on est assise.
Donc peut-être c'est dû à ça. La maladie hémorroïdaire, communément appelée COCO, est présente partout au Burkina Faso. À l'instar des autres localités du pays, Bobo Dioulasso, le sujet est tabou et les personnes souffrant de cette pathologie consultent rarement le personnel médical. De 2015 à 2018, le service hépato-gastro-entérologie du CHU Sanoussourou a enregistré moins de 300 patients. Pourtant, la maladie hémorroïdaire détruit des vies. Karim Ilboudo, Rachid Sawadogo. C'est dans cette salle du centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo Dioulasso que le docteur Malikoura reçoit et traite les personnes atteintes des maladies hémorroïdaires, communément appelées COCO. C'est un gonflement et une inflammation des veines du rectum et de l'anus. Et ce gonflement et cette inflammation va entraîner une gêne et parfois des saignements. Cette maladie touche aussi bien les hommes que les femmes. Elle se présente sous deux formes, les hémorroïdes internes et externes. Ce qui concerne les hémorroïdes externes, il n'y a pas de classification comme ça, parce qu'en fait, elles sont le plus souvent asymptomatiques. Elles n'ont pas de manifestation. La seule manifestation pour les hémorroïdes externes, c'est quand ça va se thromboser, donc ça va faire mal. C'est la douleur qui va amener la personne. Et pour les hémorroïdes internes, c'est là-bas on peut parler d'une classification qui va de 1, 2, 3 jusqu'à 4. Mais nous voyons les malades à tous les stades. Les causes des maladies hémorroïdaires sont multiples, héréditaires dans certaines familles. Le premier facteur favorisant, c'est l'hérédité. Tout en ne disant pas que c'est héréditaire, mais sachez que quand ça est dans la famille, d'autres vont avoir. Il y a des facteurs hormonaux, surtout chez la femme. Il faut savoir qu'elle va faire parfois ses crises en rapport avec son cycle. Mais il y a des professions aussi, c'est-à-dire des professions telles que quelqu'un qui joue la trompette, c'est-à-dire le fait d'avoir une poussée abdominale et qui augmente la pression intra-abdominale, tel qu'un joueur de trompette, ça pousse, donc ça peut favoriser. Les troubles du transit, c'est-à-dire le fait qu'on est permanemment constipé, ça va vous amener à pousser, et pousser, répéter, vont conduire à la survenue de la maladie hémorroïdaire. Tout comme une diarrhée peut aussi favoriser ça. Et la position assise prolongée, c'est-à-dire si dans votre profession vous asseyez permanemment, ça peut aussi être un facteur favorisant. La maladie a des conséquences négatives sur le quotidien des patients, des conséquences qui peuvent perturber la vie des couples. Je suis un chauffeur. Bon, souvent, nous, on est obligé même de prendre des produits même sur l'hémorroïde, parce que ça nous fatigue trop. J'ai un ami qui m'a confirmé ça, et que lui-même, il a eu à faire des traitements, et que par la suite, il s'est dit que vraiment c'était l'hémorroïde. Voilà, sexuellement même, il était faible. Bon, j'ai les hémorroïdes, je peux dire que c'est depuis ma tendre enfance. C'est à l'âge adulte que j'ai compris que ça n'allait pas du tout, avec les douleurs et autres. Je suis venue à l'hôpital. Ça empêche même souvent même les rapports sexuels, puisqu'il y a la partie anale qui s'enfle. Voilà. Il y a assez de sang qui descend à ce niveau, c'est enflé. Souvent même il y a des saignements, donc c'est un peu difficile. Présentement, je suis enceinte, j'ai eu des difficultés, puisqu'avec la grossesse aussi, il y a des manifestations, avec la constipation. Donc il y a tous ces problèmes-là. Au cas où il y a la douleur, c'est surtout la thrombose. C'est une douleur qui fait très mal. Elle est très vive, elle est permanente et elle est exacerbée encore par la défécation. Malgré tout, à Bobo Dioulasso, peu de personnes atteintes de cette pathologie consultent un spécialiste du domaine. Près de 268 patients entre 2000 et 2015-2017. Vous voyez, 268 patients en 3 ans. Alors que les gens se plaignent beaucoup de cette pathologie, c'est pour dire que les gens ne viennent pas. Mais ce qui les amène souvent, c'est les saignements. Quand ça sort, quand ce que nous appelons une procidence permanente, c'est des SART4 qu'on ne peut pas réduire, on est obligé de faire par la chirurgie. Pour ce spécialiste, on peut se mettre à l'abri de cette maladie en respectant certaines consignes.
Retour sur ce plateau avec nos invités, professeur Mahassadi. Pourquoi la grossesse favorise la maladie hémorroïdaire? Alors, excellente question. Alors, pourquoi est-ce que la grossesse favorise la maladie hémorroïdaire? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que donc, les hémorroïdes, c'est un enchevêtrement des vaisseaux. Et dans cet enchevêtrement-là, il y a des cellules spéciales qui sont sensibles aux hormones. Alors, vous imaginez une femme qui est enceinte, il y a une forte imprégnation hormonale, et ces hormones-là, effectivement, ces cellules-là, qui sont sensibles aux hormones, ont tendance donc à faire gonfler les hémorroïdes. De notre côté aussi, lorsque la femme enceinte est au moment de l'accouchement, elle pousse pour faire sortir le bébé, et comme les hémorroïdes sont fixés, sont retenus à leur place par des ligaments, donc ces ligaments-là ont tendance donc à être lâches et à faire le fait qu'elles poussent, ces hormones ont tendance donc à sortir. Donc il y a deux phénomènes. La sensibilité de ces cellules spécialisées au niveau des paquets hémorroïdaires et le fait de pousser au moment de l'accouchement pour faire sortir le bébé. Donc à la fois on pousse les hémorroïdes qui sont donc en arrière, donc vont sortir et entraîner des problèmes chez la femme enceinte, au moment de l'accouchement surtout. Y a-t-il un lien entre la maladie hémorroïdaire et l'impuissance sexuelle? C'est vrai que les débats, il y en a qui le disent, il y en a qui... Alors, vous me permettrez, avant de répondre à cette question, de revenir un tout petit peu en arrière. Nous avons vu que l'une des principales manifestations des hémorroïdes, c'est le saignement, qu'on appelle la rectorragie, autrement dit, le saignement par l'anus. Et ce saignement par l'anus, le professeur Ibarra l'a évoqué, il faut être sûr que c'est dû à des hémorroïdes. Si c'est dû à des hémorroïdes, il n'y a pas de problème. Mais comme ça peut être dû à plus grave que cela, notamment par exemple un cancer du rectum, quand on saigne pour la première fois, surtout, on l'a dit aussi, à partir de la cinquantaine, ça arrive à une personne sur deux. Et c'est l'âge également auquel le cancer du rectum survient souvent. Donc il ne faut pas se contenter d'un traitement en disant hémorroïde. Raison de plus donc pour consulter, pour aller à l'hôpital, pour que le médecin pratique un examen endoscopique et s'assure que ce ne sont que des hémorroïdes qui saignent. Parce que ce saignement, que ce soit les hémorroïdes ou le cancer, peut s'arrêter spontanément. Mais ce n'a pas la même signification quand c'est un cancer qui est au niveau du rectum. Le cancer continue d'évoluer. On attend 2 mois, 3 mois, etc. On est en train de traiter des hémorroïdes alors qu'il s'agit de cancer. Maintenant, pour répondre à votre question, la question c'est, est-ce qu'il y a un lien entre la maladie hémorroïdaire et l'impuissance sexuelle? Alors, c'est très souvent évoqué par les malades, mais d'un point de vue scientifique et d'un point de vue anatomique, il n'y a pas de rapport, parce que les veines qui assurent l'érection chez l'homme ne sont pas les mêmes veines que celles de la maladie hémorroïdaire. Mais ceci étant dit, les malades l'évoquent souvent, sans que nous, du point de vue médical ou du point de vue scientifique, nous puissions leur donner une explication. Professeur Bouma, quelles sont les méthodes thérapeutiques disponibles par rapport à la maladie hémorroïdaire? Merci. Il y a des méthodes d'abord d'hygiène de vie, d'hygiène de vie avant toute chose. Il y a des méthodes également médicales. On prend des médicaments, on avale des médicaments, des produits qu'on appelle des veinotoniques. Il y a des méthodes instrumentales. La ligature des varices, la cryothérapie, la photothérapie, et il y a également des méthodes chirurgicales. Voilà en gros les différentes méthodes pour traiter ces hémorroïdes. Professeur Camara, en quoi consiste le traitement médical? Alors le traitement médical, comme son nom l'indique, on a recours à des médicaments. Alors ces médicaments peuvent s'administrer par différentes voies. Il peut s'agir de pilules, il peut s'agir de comprimés, il peut s'agir de pommades ou de crèmes, il peut s'agir également de suppositoires.
C'est quand ce traitement-là ne donne pas de résultat qu'on passe au traitement intermédiaire entre la chirurgie et le traitement médical, c'est-à-dire le traitement instrumental. Et cela renvoie à quoi, le traitement instrumental, la professeure Mahasadi? Alors le traitement instrumental, ce sont des mesures en fait techniques qui permettent donc de soulager le patient. Parmi lesquelles donc on peut faire donc, des injections à l'intérieur de l'anus lorsque ça saigne. On peut également donc lorsque les hémorroïdes sortent, on peut les faire réintégrer et les fixer contre la paroi, ce qu'on appelle la ligature. On peut également congeler les hémorroïdes, ce qu'on appelle la cryothérapie. On peut, comme autre traitement instrumental, faire un lifting des hémorroïdes et les refixer de manière assez technique. Et donc ça permet effectivement de les faire remonter et de les fixer là-bas, juste comme si on faisait des agrafes. Et puis on les maintient. Ça tient bien. Le traitement chirurgical, est-ce que c'est la meilleure option? Alors, il faut savoir, comme le docteur Kolbel l'a dit dans l'émission, qu'il n'y a que 10% des patients qui ont une maladie hémorroïdaire qui ont une indication chirurgicale. Il y a des méthodes donc, instrumentales qui permettent donc de les soulager. N'empêche, on peut être amené à opérer un patient indépendamment de la taille de ses hémorroïdes, s'il est gêné, s'il saigne beaucoup, quelle que soit la taille, a fortiori, si ces hémorroïdes sont thrombosés. Mais quel est l'impact des traitements des tradipraticiens dans la prise en charge de la maladie hémorroïdaire, professeur Bouma? Parce qu'on a vu que les patients, le circuit thérapeutique, ça commence toujours par eux. Ça commence toujours par eux parce que les patients n'aiment pas présenter cette région à l'examen d'un tiers. Pas du médecin. Nous avons des méthodes d'examen de ces patients qu'ils n'aiment pas beaucoup. Il faudrait, quand on voit un patient, il va falloir dire au patient de se déshabiller, de prendre une position donnée pour qu'on puisse examiner. Parfois, on introduit un appareil à l'intérieur pour bien voir ce qu'on appelle l'aniscopie. Et ces méthodes-là et ces positions, les patients n'aiment pas beaucoup. C'est pour ça qu'ils se dirigent souvent vers le tradipraticien, qui lui n'examine pas. Lui n'examine pas et tout ce qui est anal, c'est hémorroïde, vous donne des plantes, vous repartez chez vous. Et le drame, c'est que ça peut ne pas être des hémorroïdes, comme l'a dit le professeur Camara, peut être plus grave que les hémorroïdes, une tumeur qui va rester là, progresser. Et quand on va voir les patients, c'est au stade de métastase, donc cancer généralisé. Ça peut être d'autres pathologies, des lésions précancéreuses qui saignent. Ça peut être une maladie chronique intestinale qui est également saigne. Ça peut même être une tuberculose anale. Et c'est un truc qu'on ne peut pas faire à temps. Ça conduit donc à des complications à ce niveau-là. Donc les tradipraticiens, par leur méthode et par l'absence de diagnostic d'exclusion à leur niveau, font que nous voyons les patients à un stade tardif, parfois pour des complications, pour des pathologies qui ne sont même pas hémorroïdaires, où le patient est très anémié. Il y a ce cas-là que j'ai vu, un tradipraticien qui a pris une lame pour couper des hémorroïdes. Une lame pour couper des hémorroïdes thrombosés qui étaient sortis. Et le patient s'est mis à saigner et est venu à l'hôpital avec un paille et ça c'était un robinet ouvert. Voyez-vous. Et c'est fréquent, ce genre de situation? Oui, je pense fréquent, il faut qu'on puisse le voir. Mais c'est des petites décoctions qu'on boit. On fait de l'avant avec, ça peut irriter, comme l'a dit le professeur Mahasadi, ça va infecter la région également. Et ça va sointer, ça va salir le slip. Et ça va aller à des suppurations anales qui font le lit donc de beaucoup de difficultés. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendre-Bego. Monsieur Henri Zerbo à Tinkoudgo, lui, a entendu dire que quand on a des hémorroïdes, on a des démangeaisons au niveau des yeux. Est-ce que vous qui êtes des professionnels, des spécialistes de la question, vous pouvez lui dire si c'est vrai ou pas? Monsieur Pierre Traoré à Ouagadougou a plusieurs préoccupations. Est-ce qu'on peut guérir définitivement des hémorroïdes?
Est-ce que ça peut tuer? Et selon ce que vous dites, beaucoup de malades arrivent à l'hôpital à un état avancé de leur hémorroïde. Est-ce à dire que, et bien sûr, après avoir fait un tour chez les tradipraticiens, est-ce à dire que beaucoup de tradithérapeutes ne sont pas bien outillés pour soigner ces hémorroïdes-là? Son autre question, c'est comment vous conseillez à ceux qui souffrent d'hémorroïdes où il y a du sang, comment vous conseillez ces personnes-là pour se nettoyer après les selles? Parce qu'il y en a, les habitudes sont différentes selon les personnes. Dans les villages, certains utilisent du bois quand ils vont en brousse, d'autres utilisent des cailloux. En ville, certains utilisent du papier, beaucoup de l'eau. Quelle est l'attitude la mieux adaptée? Madame Sawadgo nous a appelé de Coupéla. Elle veut savoir si l'accouchement n'a pas d'incidence aggravante sur les hémorroïdes. Est-ce qu'une femme enceinte qui en souffre peut accoucher sans problème? Elle fait allusion au fait qu'il faut pousser pour aider le bébé à naître. Madame Kuala, justement, dans cet ordre d'idée-là, nous a appelé de Fada. Elle a accouché il y a 1 mois. Et elle souffre d'hémorroïdes. Elle dit que c'est très douloureux et sa question c'est vers qui se tourner parce qu'elle précise qu'elle n'est pas à Fada-ville, Fada qui est le chef-lieu de la région de l'Est, elle n'est pas en ville. Vers qui est-ce qu'elle peut se tourner pour avoir une prise en charge de ses hémorroïdes? Est-ce que dans les CSPS on peut résoudre son problème? Monsieur Jean Ouattara a appelé de Orodara, il donne un témoignage. Lui, il a souffert d'hémorroïdes pendant plus de 6 mois. Il a contacté une ONG qui lui a proposé un savon à base de plantes. C'est une ONG de tradithérapeutes. Et au bout de 2 mois, il y avait beaucoup d'améliorations et on lui a conseillé en plus de faire du sport. Et quand il a commencé le sport, ça continue d'aller de mieux en mieux. Et lui, il aimerait savoir s'il y a un lien entre sédentarité et hémorroïdes, survenue des hémorroïdes. Il pose la question parce qu'il est inquiet. Est-ce que s'il arrête le sport, les hémorroïdes peuvent ressurgir? Madame Koulibaly Aoukaya aimerait savoir si une trop grande consommation de viande peut favoriser la survenue des hémorroïdes. Monsieur Bourema Nyambré nous a appelé de Ouarghaï. Il a plusieurs questions. Est-ce que les ulcères peuvent entraîner des hémorroïdes? Il a entendu dire que la consommation des oignons et des œufs de caille peut aider à venir à bout des hémorroïdes. Est-ce que c'est vrai? Il parle de plusieurs littératures qui disent que le beurre de karité pourrait aussi être un remède si c'est appliqué sur les parties. Monsieur Paul Nagabila nous suit à Kongossi. Sa préoccupation, c'est est-ce que les hémorroïdes sont une maladie qu'on contracte ou bien c'est une maladie qui peut être congénitale. Madame Rebecca Abirigadougou aimerait savoir si c'est une maladie que vous, praticiens, vous, spécialistes, vous pouvez prendre en charge à l'hôpital. Elle a quelques témoignages de personnes qui estiment que c'est seulement les tradithérapeutes qui peuvent bien soigner les hémorroïdes. Elle aimerait savoir également si on peut parler d'hémorroïdes pour les enfants dont l'anus sort au moment des selles. C'est l'expression qu'elle a utilisée. Et quels sont les conseils pratiques que vous donnez aux populations pour que ceux qui n'ont pas les hémorroïdes les évitent et ceux qui en souffrent réduisent quand même la douleur des crises. Monsieur Salia Kone à Ouagadougou a plusieurs questions. Est-ce que les hémorroïdes peuvent toucher les enfants? Si on prend ceux de moins de 6 mois par exemple, est-ce que ces hémorroïdes-là peuvent donner des ballonnements? Est-ce que les complications peuvent toucher les yeux? Est-ce que la prise en charge, pour parler de prise en charge, est-ce qu'il y a des interventions chirurgicales qui peuvent être utilisées pour les soins de ceux qui souffrent d'hémorroïdes? C'est tout pour cette première partie des questions des téléspectateurs.
Question des téléspectateurs. Est-ce que la maladie hémorroïdaire provoque des démangeaisons au niveau des yeux? Professeur Ibarra. Merci madame. Il est évident que c'est difficile d'établir un lien de causalité entre la pathologie hémorroïdaire et les démangeaisons des yeux. Au niveau local, oui. Local, autour de l'anus. La région anale. La région anale elle-même, oui. Mais des yeux, je ne sais pas si ça a été documenté. Je sais pas si... Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un lien entre la maladie hémorroïdaire et les yeux. Professeur Kamara, est-ce qu'on peut guérir définitivement des hémorroïdes? Au risque de décevoir les téléspectateurs, je dirais non. Pourquoi? Parce que les hémorroïdes, nous l'avons dit, ce sont des structures anatomiques normales. Donc quand on soigne, on ne supprime pas les veines hémorroïdales qui sont là. Et les causes qui ont prévalu à la survenue de ce qu'on appelle la poussée hémorroïdaire, si ces causes-là reviennent, le malade peut faire un nouvel épisode de poussée hémorroïdaire. Vous voyez? Donc dire qu'on a été soigné d'un épisode de poussée hémorroïdaire, c'est fini, on n'en fera plus, c'est pas vrai. Parce que les veines sont toujours là et les crises hémorroïdaires peuvent revenir une autre fois. Mais est-ce que ça peut tuer? Ça tue la maladie hémorroïdaire? Alors, la maladie hémorroïdaire, les complications, notamment la maladie hémorroïdaire négligée ou la maladie hémorroïdaire maltraitée. Nous l'avons dit, s'il y a une surinfection parce qu'on a passé toutes sortes de décoctions et autres, et l'infection peut se généraliser. Ça, mais c'est pas, dans ce cas-là, je ne dirais pas que c'est l'hémorroïde qui a tué le malade. C'est le mauvais traitement, c'est les complications qui ont été provoquées par ce mauvais traitement, etc. Tué également peut-être par une des complications telles que le saignement chronique. Parce que si le saignement chronique conduit à une anémie chronique et que cela n'est pas pris en charge, au bout d'un certain temps, quand on manque complètement de sang, on peut mourir de complications dans ce sens. On va regrouper les questions relatives aux tradithérapeutes. Ce téléspectateur, M. Traoré, dit est-ce que, puisque les malades viennent après un passage chez les tradithérapeutes, professeur Mahassadi, donc avant de venir, cela veut-il dire que les tradipraticiens n'arrivent pas à prendre en charge la maladie hémorroïdaire? Il y a une téléspectatrice aussi qui dit que c'est les tradipraticiens qui réussissent à bien prendre en charge la maladie hémorroïdaire. Tranchez pour nous. Alors, je ne veux pas créer de conflit. Vous avez vu qu'on a un même panorama de croyances, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso. C'est la guerre entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Ce que nous nous disons, la hantise pour un médecin, c'est de laisser passer un cancer de l'anus ou un cancer du côlon. C'est plus grave. La maladie hémorroïdaire est une maladie fonctionnelle. On fait la crise passera. Le traitement qu'on fait, un traitement médical ou instrumental, permet d'accélérer la guérison. Que vous le fassiez, que vous ne fassiez pas ce traitement, ça va passer. Mais la hantise pour le proctologue ou le médecin qui prend en charge les maladies hémorroïdaires, c'est passer à côté d'un cancer de l'anus et des complications liées aux conséquences de la maladie hémorroïdaire. Non pas la maladie hémorroïdaire elle-même, mais aux conséquences de la maladie hémorroïdaire, comme l'a dit le professeur Kamara, le saignement, l'anémie aiguë qui peut emporter le malade, l'infection qui peut se généraliser. Vous voyez? Mais il y a une question qui a été posée par un téléspectateur. Pour guérir définitivement la maladie hémorroïdaire, il faut l'enlever. Autant on enlève l'appendice, autant on enlève les amygdales, autant on peut enlever les hémorroïdes. C'est nécessaire, mais pas indispensable à la vie. Professeur Bougma, comment bien se nettoyer après les selles?
du bois, du papier, de l'eau? Quelle est la meilleure méthode? Surtout quand on a des choses, la maladie hémorroïdaire sanguinolente. Il faut dans tous les cas éviter tout ce qui peut traumatiser, tout ce qui peut également aggraver un saignement, c'est-à-dire le bois, les pierres qu'on utilise, ou des objets en tout cas qui sont irritants, ou des savons irritants. Il faut bien laver cette région-là avec du papier, à l'eau, avec un savon doux quand même, si on veut, ou alors faire des bains de siège, mais ne pas utiliser des produits traditionnels pour mettre dessus, ou bien du bois, tout ce qui peut irriter cette région, il faut éviter. Et on doit beaucoup de propreté à cette région-là. D'accord. La question est revenue, la grossesse avec la maladie hémorroïdaire. On avait déjà parlé de cela, mais il y a Madame Saoudou, elle veut savoir où aller. Non, Madame Kouala plutôt veut savoir vers qui aller, parce qu'elle n'est pas dans une ville où elle peut aller vers un hôpital ou un CMA. Est-ce que dans les CSPS, il y a une prise en charge? Dans les CSPS, on trouve des infirmiers ou des sages-femmes ou autres agents de santé, des maïticiens et autres. Mais dans le CSPS, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de médecins dans ce CSPS-là. Mais l'agent de santé, quand même, peut parfois regarder. C'est très douloureux. Elle a accouché, cela fait 1 mois. Oui, l'agent de santé peut regarder, mais s'il voit que c'est le besoin de thrombosé, il faut l'envoyer, il faut le référer. Il faut référer le patient à un centre plus, un CMA ou un CHR, si c'est nécessaire. Maintenant que l'agent de santé, quand même, peut regarder, peut donner un calmant, peut également référer le patient si il sent qu'il ne peut pas, mais pour moi, calmer la douleur, il peut le faire. Allez-y, On peut aussi ajouter que la répétition de ce genre de signes, de symptômes, surtout si à chaque accouchement, elle doit souffrir de la sorte et longtemps après un accouchement, cela doit la conduire à consulter quand même un spécialiste. Parce qu'il y a des situations qui nécessitent des petites explorations, sinon des explorations de la région anorectale et voire colique dans son ensemble pour remédier à cela. Et en cela, on sollicite un accompagnement, une consultation entre le gastroentérologue et le gynécologue obstétricien pour prendre en charge ce genre de patient. Si dans le coin, malheureusement, on ne peut pas avoir ce genre de spécialiste, toujours dit que la grossesse évolue quand même pendant 9 mois jusqu'à l'accouchement. À un moment donné, il faut venir pour la prévention, à avoir à ce moment l'accouchement assisté pour éviter. C'est pendant l'accouchement que la crise est survenue. Voilà, c'est les efforts de pousser justement. Le professeur Massédia a parlé de ça. Les éléments de fixité des veines hémorroïdaires lâchent un peu et puis souvent c'est ça. D'accord. Quel lien y a-t-il entre la sédentarité et puis la maladie hémorroïdaire? Oui, madame, parmi les facteurs de risque évoqués, il y a la sédentarité. Donc arrêter de pratiquer le sport expose davantage oui, à faire parce la qu'il y a maladie des professions. Monsieur Taximan, je crois, il a parlé de ça lui-même. Le fait d'être là, assis, des positions assises. Le sport... Parce que cet spectateur a dit que depuis qu'il pratique le sport, il y a eu une amélioration. Exact. Et son inquiétude, c'est est-ce qu'en arrêtant la pratique du sport, est-ce que cela ne va pas faire revenir une crise, une poussée hémorroïdaire? On ne peut pas dire ça comme ça, mais toujours dit qu'on conseille un sport qui n'est pas violent. Ça, il faut retenir, un sport doux. Il y a ces questions relatives à l'alimentation, la viande, les œufs de caille, les oignons, et même le beurre de karité qui peuvent être des remèdes contre la maladie hémorroïdaire. Professeur Mahassadi. Vous savez qu'il y a les recettes de grand-mère qui peuvent également marcher. Mais il y a également des croyances et les perceptions qu'on a également de la maladie hémorroïdaire, surtout en Afrique.
Il faut savoir également que ces petites méthodes-là, mais il n'y a pas d'interdit alimentaire. Tout ce qu'on demande aux patients, ne soyez pas constipés. N'ayez pas les facteurs qui peuvent conduire à la naissance de votre maladie hémorroïdaire. Voilà. Mais les questions plus importantes qui sont derrière, sur lesquelles on doit insister en fait, surtout chez les enfants. Il n'y a pas d'hémorroïdes avant l'âge de 10 ans. Parce que là, on parle de 6 mois chez un bébé de 6 mois. Il n'y a pas de maladie hémorroïdaire avant l'âge de 10 ans. Alors, il y a une chose qui est fréquente chez l'enfant noir africain, c'est le prolapsus rectal. Et très souvent, on a des drames, des tradipraticiens, parce qu'il y a le boudin qui est sorti, vont couper une centaine de drames. Pour la simple raison, chez l'enfant, le rectum a tendance à vouloir sortir parce que les moyens de fixité ne sont pas assez développés. De notre côté également, la courbure du sacrum, c'est une partie anatomique, n'est pas assez engagée chez l'enfant. Donc le rectum a tendance à sortir. Il ne faut pas couper. Éduquer l'enfant à faire les selles en station debout, éviter la constipation. Donc il n'y a pas de... Okay, professeur Camara, concernant cet aspect qui est très important, parce que comme l'a dit le professeur Massadi, chez l'enfant, il y a des drames. C'est le rectum qui sort, on pense que ce sont des hémorroïdes, on fait des manipulations dessus, alors que c'est le rectum, c'est une partie, la partie basse de l'intestin qui est sortie. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle les polypes juvéniles. Les polypes juvéniles également qui peuvent accoucher par l'anus, qui ne sont pas également des hémorroïdes et qui s'enlèvent sous endoscopie. Et même chez l'adulte, tout prolapsus n'est pas hémorroïdaire. Il faut s'assurer que ce n'est pas un prolapsus rectal. Si c'est un prolapsus rectal, le traitement hémorroïdaire n'y fera rien. Mais chez l'enfant, vraiment éviter les manipulations, amener chez le médecin pour que l'examen endoscopique soit fait pour s'assurer que, parce que c'est très rare que l'enfant fasse une maladie hémorroïdaire. Professeur Ibarra, la maladie hémorroïdaire est-elle congénitale ou alors peut-on la contracter? Bon, contracter, ça veut dire qu'elle est contagieuse, non. Nous avons plus évoqué les notions d'hérédité, les études prouvent, il y a des familles où l'on voit certaines successions chez beaucoup de membres de la famille, mais elle n'est pas contagieuse. Parce que les hémorroïdes, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, sont des structures anatomiques normales chez tout un individu. Mais la maladie, à ce moment, parce qu'il y a des facteurs qui favorisent, ces facteurs sont propres à l'individu. Professeur Bouma, quels sont les conseils pratiques en matière d'alimentation? Comme l'a dit le professeur Massadi, il faut éviter d'être constipé. Il faut éviter d'être constipé, donc manger beaucoup de feuilles, prendre des fruits, boire beaucoup d'eau aide à ne pas être constipé. Il faut éviter également d'avoir de la diarrhée. La diarrhée également favorise la poussée hémorroïdaire et tout ce qui peut vous donner une diarrhée, il faudrait l'éviter. C'est vrai que dans le temps, quand le sida faisait le ravage, on disait que les hémorroïdes tuaient beaucoup de patients. C'était la diarrhée chronique que les gens avaient, qui entraînait donc ces poussées hémorroïdaires, mais comme on n'ose pas dire qu'on a une diarrhée chronique, on dit qu'on a des hémorroïdes et qu'il est mort d'hémorroïdes. Donc la diarrhée est un facteur favorisant de la poussée hémorroïdaire. Bien sûr, on parle de la viande fraîche, de la viande rouge et autres. La viande contient beaucoup de fibres. Alors, si vous mangez beaucoup, vous pouvez faire de la diarrhée et faire une poussée hémorroïdaire. Mais ce n'est pas la viande en tant qu'aliment qui entraîne donc cette poussée hémorroïdaire. Voilà un peu ce qu'il faudrait faire pour éviter d'avoir des poussées hémorroïdaires. À présent, le second lot de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Viviane Tiendrebureau. Madame Oumou Tassambedo nous a appelé de Ouagadougou. Elle dit qu'elle souffre de cette maladie depuis 2004, mais actuellement il y a une rémission. Elle ne ressent plus de douleur. Son seul problème, c'est qu'elle a toujours une boule et ça démange beaucoup.
Est-ce qu'en consultation ou pour des soins, on pourrait l'aider à se débarrasser de cette boule et des démangeaisons? Madame Nathalie à Ouagadougou voudrait savoir si la maladie hémorroïdaire pourrait empêcher une femme d'avoir régulièrement ses règles. Madame Ouedraogo à Ouaïguia, elle aimerait que vous lui parliez d'un enfant et du fait que elle aimerait que vous lui expliquiez si un enfant qui a un prolapsus rectal pourrait avoir une maladie hémorroïdaire à l'âge adulte, passé la cinquantaine par exemple. Madame Nadia est à Ouagadougou, elle dit qu'elle est toujours constipée. Elle peut faire 3 à 4 jours sans aller au sel et quand elle y va, elle a très mal. Est-ce qu'à ce rythme-là, elle ne court pas le risque d'avoir des hémorroïdes? Quel conseil est-ce que vous lui donnez pour venir à bout de ses constipations? Monsieur Pierre Traoré a entendu que les hémorroïdes, il a dit que c'est sur ce plateau que ça a été dit, il a entendu que les hémorroïdes surviennent après 50 ans. Est-ce à dire qu'on ne peut pas faire d'hémorroïdes quand on est très jeune? Est-ce que son autre préoccupation, est-ce que les personnes qui sont assises tout le temps, comme les chauffeurs routiers, est-ce que ces personnes-là ne sont pas exposées à faire plus d'hémorroïdes? Madame Zongo Aboubo Dulasso dit qu'elle a des hémorroïdes externes, mais après chaque accouchement, les douleurs se prolongent pendant 6 mois, malgré les traitements. Comment faire en cas de grossesse? Parce qu'elle dit qu'elle est très inquiète et elle redoute une éventuelle grossesse. Est-ce qu'il y a un traitement particulier ou il y a des dispositions particulières avant de tomber enceinte et d'accoucher? Madame Traoré Akaya, elle présente des troubles hémorroïdaires depuis 10 ans. Elle voudrait savoir si elle peut rencontrer un des spécialistes qui est sur le plateau pour parler de son problème et comment est-ce que ça peut se faire. En dehors du contrôle alimentaire dont vous avez parlé, est-ce que l'intervention, en dehors de l'intervention chirurgicale, est-ce qu'il y a des produits comprimés qu'on peut prendre pour guérir définitivement des hémorroïdes? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Comment venir à bout des boules et des démangeaisons? Parce que la personne souffre depuis 2004. Maintenant, il y a une rémission. C'est les démangeaisons qui la dérangent et puis la présence de la boule. Professeur Mahassadi. Alors là, c'est une préoccupation qui est assez fréquente auprès des malades. Alors, ce qu'il faut retenir simplement, lorsque vous faites une crise hémorroïdaire, il y a le gonflement. Ça va se réduire et ça va laisser un sac, une peau qui va pendre au niveau de l'anus, ce qu'on appelle la marisque. Et souvent, effectivement, quand il fait chaud, cette peau-là peut gonfler un petit peu, ça peut entraîner des démangeaisons. Il faut savoir également que le portologue peut faire de la chirurgie esthétique. On peut vous enlever ces petites peaux-là qui pendent pour ne pas que vous n'ayez plus ces démangeaisons. Ce qu'on appelle la marine, ce ne sont pas les hémorroïdes. Ce sont ce qu'on appelle les cicatrices des crises d'hémorroïdes passées. Et qu'on peut enlever ces petites peaux qui sont au niveau de l'anus. Professeur Ibarra, est-ce que la maladie hémorroïdaire peut empêcher la femme de voir ses menstrues? Non, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Les menstrues, c'est un autre mécanisme. La maladie hémorroïdaire aussi, un autre mécanisme. Il y a des témoignages qui sont passés. La dame a dit qu'elle souffre de maladie hémorroïdaire, ça n'empêche pas d'avoir une vie sexuelle épanouie. Donc ça dépend de la présentation clinique et surtout du mode de vie sexuel que l'on mène. Ça dépend, parce qu'il y a des positions. Vous savez, on a parlé tout à l'heure d'introduire des morceaux de bois. Le médecin a plusieurs positions, fait adopter des positions aux malades quand il introduit l'anuscope. Parce qu'il sait que dans cette position, où il a une bonne visibilité, mais
le morceau de bois, vous l'introduisez n'importe comment, vous pouvez perforer, envoyer ça quelque part où ça ne devait pas être. Donc là, il n'y a vraiment aucun rapport, ça n'a pas été documenté dans ce sens-là. Un enfant qui fait un prolapsus rectal, est-ce qu'à l'âge adulte, il va développer une maladie hémorroïdaire? Professeur Camara. Nous l'avons dit, à l'âge adulte, ça atteint plus ou moins tout le monde, dans la mesure où ça atteint... On veut voir, est-ce que la personne est plus prédisposée? Alors, de ce point de vue, on peut penser oui, parce qu'on sait que les hémorroïdes, ce sont des veines de la région anale et de la région rectale. S'il se trouve que chez l'enfant, déjà, il y a une descente de cette région-là, à l'âge adulte, il y a le risque, on peut dire que le risque sera plus grand chez cet enfant de faire des poussées hémorroïdaires. On a dit que la maladie survient habituellement à partir de la cinquantaine. Cette question, M. Traoré la pose. Cela veut-il dire qu'on ne peut pas faire des hémorroïdes très jeunes? Ah non, pas du tout alors. Pas du tout, mais la fréquence augmente avec l'âge. C'est ça. Mais sinon, ça ne signifie pas que le sujet jeune ne fait pas d'hémorroïdes. Professeur Bougma, 3 à 4 jours de constipation avant d'aller au sel. Quand elle y va, ça fait très mal. Est-ce qu'à ce rythme, elle n'aura pas de maladie hémorroïdaire? Et puis, quel conseil pour venir à bout de ces constipations? Comme nous l'avons dit précédemment, la constipation va engendrer la maladie hémorroïdaire, la poussée hémorroïdaire. C'est un facteur favorisant de la poussée hémorroïdaire. Donc, évidemment, 3 jours sans sel, c'est déjà une constipation. C'est moins de 3 selles par semaine qu'on définit la constipation. Pour éviter cette constipation, comme je l'ai dit, il faut éviter la sédentarité d'abord. Il faut également, le régime alimentaire doit être également rejeté. Il faudrait prendre beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau, manger des fruits, prendre des feuilles et faire des exercices physiques, des mouvements abdominaux pour permettre de faciliter un peu l'évacuation de l'estomac et de l'anus. Oui, madame, s'il vous plaît. À ce propos, il faut ajouter une notion capitale, la douleur après la défécation, à la suite d'une constipation, fait poser le diagnostic d'une autre maladie, la fissure anale. Et là, le proctologue doit examiner un malade qui va à la selle, et quand il finit de faire la selle, il a très très mal. Conséquence, il entretient sa constipation parce qu'il se dit, si je vais à la selle, je vais avoir mal. Ça fait un cercle vicieux. Ça fait la fissure anale qui, souvent associée à la maladie hémorroïdaire, mais qui peut évoluer de façon indépendante par rapport à la maladie hémorroïdaire. Comment faire pour ne pas développer la maladie hémorroïdaire pendant la grossesse? Parce que cette personne souffre de cela. Après chaque grossesse, elle est malade pendant au moins 6 mois. Quelles sont les dispositions qu'elle doit prendre? Parce que là, elle redoute même de tomber enceinte à cause de la maladie hémorroïdaire. Professeur Mahassadi. Alors, je disais tantôt que les hémorroïdes sont indispensables, mais pas nécessaires à la vie. Si ça vous gêne au cours de la grossesse, le meilleur moyen, c'est de les enlever. On les enlève, vous ne souffrerez plus au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement. D'accord. Est-ce que Madame Traoré souhaiterait, elle est à Kaya, mais elle souhaiterait quand même être consultée par l'un d'entre vous sur ce plateau? C'est vrai que c'est le professeur Bougma qui est au Burkina. Pour les autres, il va falloir se déplacer. Je peux le dire qu'à Kaya, on a un gastroentérologue qui est à Kaya, au CHR de Kaya, Dr Dimitri Delancourt, qui peut consulter, qui va également essayer de gérer son problème. Pas forcément obligé de venir jusqu'à Ouagadougou pour trouver un gastroentérologue. Elle peut en trouver à sur place au CHR de Kaya. C'était la dernière question des téléspectateurs. Professeur Camara, c'est vrai qu'on a parlé de comment les meilleures dispositions pour éviter la maladie. Est-ce que vous pouvez nous résumer succinctement comment prévenir la maladie hémorroïdaire? Alors, comment prévenir la maladie hémorroïdaire? C'est une question d'hygiène de vie. Parce que nous avons vu que les facteurs qui prédisposent à la maladie hémorroïdaire,
ce sont des facteurs qui dépendent de l'hygiène de vie. La sédentarité. L'hygiène de vie, pour combattre la sédentarité, c'est le sport. Nous avons vu que c'est également la constipation. Pour éviter la constipation, c'est une alimentation saine et équilibrée. La diarrhée, c'est la même chose, c'est une alimentation saine et équilibrée. Maintenant, le facteur héréditaire, ça, on n'a pas de prise sur cela. Mais si ça ne se limitait qu'à ce seul facteur héréditaire, alors qu'on observe par ailleurs concernant les autres éléments, une hygiène de vie correcte, on pourrait se mettre à l'abri des hémorroïdes ou en tout cas à l'abri de crises hémorroïdaires répétées. Vous êtes à Ouagadougou dans le cadre d'un congrès. Parlez-nous de ce congrès. C'est le congrès de la Société savante qui regroupe de nombreux participants venus de divers horizons en ce moment. Donc, professeur Bouma, dites-nous, parlez-nous un peu de ce congrès. Merci madame. Le congrès effectivement a ouvert ses portes ce matin. L'ouverture officielle a été faite cet après-midi par M. le ministre de la Santé. Le thème principal du congrès, c'est les cancers de foie et les cancers du tractus digestif, avec un sous-thème la maladie hémorroïdaire dont nous parlons ce soir, le reflux gastro-œsophagien, les hépatites virales B, C et D et le reflux gastro-œsophagien. Nous avons reçu des participants venus de 10 pays d'Afrique et un pays d'Europe, la Belgique. Et nous avons des conférences, nous avons 7 conférences qui vont être données. On a déjà donné 3 conférences aujourd'hui et demain on aura 4 conférences. Et il y avait des communications sur les thèmes et en dehors des thèmes, et le symposium également sur ces différents aspects. Et l'intérêt de ces rencontres-là, c'est de faire un brainstorming sur des questions d'actualité, des questions, des préoccupations quotidiennes, aussi bien des médecins que des populations. Donc l'objectif principal de cette rencontre scientifique, c'est de s'asseoir ensemble, de discuter, d'échanger d'expériences et de connaissances sur des pathologies de santé publique, qui sont des problèmes de santé publique, et de trouver des solutions consensuelles et les plus adaptées à l'état actuel des choses. C'est surtout cet intérêt-là et de permettre vraiment le brassage des praticiens venant de divers horizons avec des expériences parfois intéressantes à partager avec les autres et des connaissances également qui peuvent être données aux plus jeunes que nous pour faire avancer la discipline dans ce domaine-là. Et en matière de perspective, qu'est-ce qu'il faut en attendre de ce congrès? Il faut en attendre un renforcement des capacités des personnels de santé, notamment des médecins, hépatogastroentérologues et même des médecins généralistes, parce qu'ils participent également à ce congrès, aussi bien que les infirmiers qui participent à ce congrès. Donc, on va faire des capacités pour un meilleur diagnostic des pathologies qui nous causent beaucoup de soucis et pour lesquelles on a intérêt à prendre le devant pour réduire, sinon éradiquer certaines infections. Merci, professeur. Merci, chers invités, d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma
source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traité rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques.